Dire, pour moi, l'image du jour, c'est le concert des motos à Korogo. C'est extraordinaire, Ouais. c'est fabuleux. J'ai même l'impression que ils attendent la fin de la visite d'État pour méditer sur les paroles de la ministre de la Santé. Elle leur demande de porter des casques et c'est un peu difficile, mais c'est pas Oui, grave. oui, Hein. oui. Ce sont ces images-là que moi j'ai retenues. Je pensais qu'on allait pouvoir revoir cela, mais Revoir c'était cela. parfait. Fatou, merci beaucoup. Merci, Je te Baba. dis excellente journée. Merci. D'accord, Excellente journée certainement. également. À demain matin. Ok, d'accord. Demain, certainement, Oui. c'est Caroline Traoré qui sera ici et pour matin, bonne heure. Voilà. Merci beaucoup. Hein, et puis bon repos. Le président de l'ONG Belgo Ivoire Santé nous a rejoint, Monsieur Okere Koutoua. Comment vous allez? Je vais bien, monsieur. Baba. D'accord. La journée commence bien. Oui, ça va, ça va. D'accord, d'accord. Vous êtes là pour nous parler de votre ONG, Belgo Ivoire Santé. C'est bien ça. C'est le lieu de dire que vous vous investissez dans le domaine du développement durable, Durable, oui, domaine de la santé. bien sûr. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette ONG, comment lui expliquer ce que vous faites au quotidien Au quotidien. pour l'amélioration de la santé des Ivoiriens? Merci, Baba. Merci, la RTI, de nous donner cette occasion. Belgo Santé est une ONG internationale qui œuvre pour la santé. Ce que nous faisons, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que plusieurs personnes sont malades, et surtout de la hernie inguinale. C'est dans ce créneau que nous fonctionnons. Et ils n'ont pas les moyens pour faire ces opérations. Ces opérations coûtent quand même cher. Et nous les prenons en charge totalement et gratuitement. D'accord. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est régulièrement concernée par cette déficience en santé? Non, les enfants de bas âge, de 0 à 90 ans, tout âge est concerné. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est une malformation, des points de faiblesse au bas-ventre qui cèdent donc de façon naturelle ou bien suite à des efforts physiques. Et cela peut arriver à tout le monde. Des efforts physiques? Oui, quand vous soulevez, vous faites des efforts, Le poids. le bas-ventre qui n'est pas assez renforcé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les personnes qui pratiquent l'haltérophilie, par exemple, sont plus exposées à cette À maladie? ces genres de maladies, mais c'est pourquoi ils mettent une ceinture au bas-ventre pour ne pas laisser céder Ça aide un peu? Ça aide un peu. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme solution pour aider la grande majorité des Ivoiriens qui souffrent de cette maladie? Cette maladie. Comme je le disais, nous apportons la prise en charge. Nous les recensons. D'accord. Et grâce à la RTI. D'accord, on va préciser que vous n'êtes pas médecin. Non, je ne suis pas médecin, je suis Mais le vous président travaillez de l'organisation. donc Je travaille avec des médecins. des médecins, d'accord. Donc nous les recensons grâce à la RTI. Cette semaine, on en a eu 400. Et il y a 400 malades qui sont prêts à être soignés. Bon, ils ne cessent d'appeler du matin au soir. On doit faire un programme, mais ils sont pressés. Donc je viens ici pour leur dire de prendre un peu patience et que dès la semaine prochaine, on pourra les recevoir au siège. Au siège pour faire les dossiers administratifs. Siège qui est situé où? À la Riviera Golf, derrière le service technique de la mairie, non loin de l'ambassade de la Russie. D'accord, d'accord. Donc, non loin de la grande mosquée La grande également, mosquée aussi, de la Riviera. Voilà, la Riviera, D'accord. oui. La Riviera Golf, donc Golf, c'est connu. C'est connu. D'accord. Alors, ils doivent attendre combien de temps? Là, ils doivent attendre une semaine pour commencer les démarches. Tout au plus? Tout au plus. D'accord. Pour commencer les démarches administratives. D'accord. Parce qu'il faut remplir une fiche de renseignement D'accord. du malade, avoir sa photo, Oui. sa pièce d'identité, Donc, dresser le profil du malade, patient. du Ok. patient, et aussi le profil de l'accompagnant. Donc il faut un responsable de famille D'accord. qui puisse répondre au cas où.
Et ces 2 personnes sont attendues donc bientôt au siège. Quand vous dites la personne qui accompagne qui devra répondre au cas où, ça veut dire quoi? Soyez plus explicite. Bon, nous travaillons depuis 4 ans, les opérations se passent bien, mais on endort quand même le patient. Et on ne sait jamais. Un jour, s'il y avait un accident, il faudrait que la famille sache que c'est avec les raccords. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'au cours de l'opération, très souvent, il y a des cas où la personne ne se réveille plus? On n'en a pas eu encore, mais ça peut arriver. La médecine, c'est la médecine. C'est cela, hein, je pense que tout est explicable, il faut tout dire. Oui, il faut tout dire. D'accord. Il y a des risques. Il y a des risques quand même. Mais on minimise les coûts, on minimise les risques. Pour se soigner, il faut minimiser les risques. Oui. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes donc ici à Abidjan. Si je suis un patient, si je suis concerné par cette déficience en santé, et que je me trouve par exemple à Mbengue, on vient de voir Mbengue en ébullition, mais je me sens concerné par le sujet, qu'est-ce que je fais? La distance est longue, mais tout dépend aussi de votre besoin. Sinon, pour le moment, nous sommes centrés sur Abidjan et le malade doit se déplacer. C'est malheureux à dire, mais pour le moment, nous sommes sur Abidjan. Et comme les soins sont gratuits, à lui de voir si le déplacement vaut la peine. Mais je pense que s'il garde sa maladie pendant des dizaines d'années... C'est cela. Est-ce que vous pouvez me commenter ce tableau qui met en avant la solidarité? C'est une solidarité agissante, vraiment? Oui, c'est une solidarité qui est vraiment, qui sort de la divinité, parce que Dieu nous l'a demandé, et nous la mettons en pratique. D'accord. Alors, quel commentaire on peut faire en regardant cela, ce tableau? Il y a des couleurs. Est-ce que les couleurs correspondent à une explication précise? Non, c'est pour marquer les différences d'un point à l'autre. D'accord. Sinon, on parle du soin gratuit qui permet donc au patient de retrouver sa santé, donc reprendre les travaux, surtout champêtres. Et après cette opération de la hernie inguinale, donc, on peut parler de réinsertion. Réinsertion, c'est que certaines personnes perdent leur emploi à la suite d'une maladie. D'accord. Donc il y a un suivi, il y a un soutien. Il y a un soutien après l'opération. Une vraie solidarité. Une vraie solidarité. D'accord. Donc pour certaines personnes qui n'ont pas de formation ni de culture, on peut leur proposer l'alphabétisation. D'accord. Avant de les mettre dans des activités génératrices de revenus. Voilà. Donc, de quoi vivez-vous vous-même? Moi, je vis de mes affaires. Vous êtes homme d'affaires à la base? Homme d'affaires à la base. Oui. D'accord. D'accord. Et ça marche plutôt bien? Ça va. Je termine ma vie pour aider les autres, sinon ça va. D'accord. D'accord. Que faisiez-vous avant? Avant, j'étais en Belgique. J'ai eu des entreprises. D'accord. J'en ai fait ici aussi. D'accord. Donc des hôtels, du commerce. D'accord, d'accord, d'accord. C'est très bien. Quand on a réussi, il faut pouvoir aider. Aider les autres. Tendre la main à son frère, à sa sœur pour l'aider. C'est de la vie. Et c'est le but donc de l'ONG Belgo. Ivoire Santé. Ivoire Santé. D'accord. Alors on va dire que ceux qui ont déjà eu un contact avec l'ONG et qui attendent d'être pris en compte, d'être pris en charge, l'espoir est permis. C'est une question de jour. Je peux me donner une date. Je pense que lundi prochain. D'accord. Ce sera le 8, je crois. Ok. Et puis déjà venir au siège. Pas qu'ils viennent ensemble, parce que on peut recevoir peut-être une cinquantaine par jour pour remplir ces fiches de renseignement. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez un contact téléphonique à donner à ceux qui attendent? On a un téléphone fixe maintenant. C'est le 22 43 38 35. On va reprendre cela. 22 43 38 35. D'accord. Merci, monsieur Koutoua Okieré. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation internationale. D'accord. Voilà. Et Judith Assoumou fait bien de nous inscrire au bas de l'écran
tous les contacts, votre mail et puis le site web également, www.belgoivoiresanté.org. Alors, vous vouliez dire... Oui. Allez-y. Je voulais dire qu'après l'étape d'inscription, en fin de mois, du 27 au 28, on aura une journée porte ouverte. À cette journée, les médecins pourront encore consulter ces malades et l'assistante sociale pourrait faire une enquête aussi sociale de ces demandeurs de soins gratuits parce qu'on s'adresse aux démunis. Il faut se rassurer qu'ils sont des démunis. Et ceux-là pourront alors, après toutes ces étapes, avoir droit à l'opération gratuitement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koutoua. Merci d'être venu sur ce plateau et merci pour cette vraie solidarité. Ok. Voilà, et excellente journée à vous. Merci, monsieur Babakoul. Merci. Bonne journée aussi. Merci, excellente journée à vous. Chers téléspectateurs, Judith Assoumou nous propose d'élargir notre raison et d'entrer dans l'univers des mangues. Je sais qu'au nord, il y a beaucoup de mangues, on produit beaucoup de mangues. Je ne sais pas si on va au nord ou si on reste dans l'univers des mangues ici en Abidjan. On regarde cet élément. Des mangues un peu partout, c'est normal, c'est la période. La mangue est l'un des fruits les plus consommés dans le monde, après la banane douce. Il en existe plusieurs variétés qui se différencient par leur forme. Il y a l'autre qu'on appelle Diakmakoun, Ken, Bousselon, Greffe. Mais ça, là, on appelle Diakmakoun. Mais il y a des fois, il y a les gens qui appellent Segela aussi. Pour permettre une évacuation rapide, ici à Ferkessédougou, ces mangues sont vendues en gros. 500 francs CFA la cuvette. La mangue, riche en vitamines B et C, est très bonne à consommer. J'aime bien les mangues, c'est pourquoi j'ai payé pour 1000 francs là. Parce que c'est la période. À ce moment passé, on ne les retrouvera plus. Entre Wangolo Fer, il n'y a pas de mangue là-bas, donc je paye ici pour aller utiliser. Quinte, une mangue beaucoup sollicitée par cette usine. Pour réussir leur mission, les responsables collaborent avec ces jeunes gens. Ils ont pour tâche de partir à la recherche de cette espèce. On envoie les gens au champ, des récolteurs qui vont avec ces caisses de récolte. Après les récoltes, ils viennent à l'usine. Et quand ils arrivent à l'usine, on les décaisse. On enlève les feuilles dedans. Et ensuite, on les plonge dans le bac. Ça, c'est le bac de plongeage. On les plonge dans le bac. Ensuite, sur la calibreuse, la machine que vous voyez derrière. D'abord, ça va dans la brosseuse. En même temps, c'est le sage. Après la brosseuse, ça va au tri. Sur la table de tri, on enlève les mangues immatures, les mangues qui ne sont pas en maturité, les mangues blessées, les taches qui peuvent infecter la chair, on les enlève. Donc, on fait un bon tri là-bas. Donc, toutes les mangues qui sont exportables, ce sont ces mangues-là qu'on laisse partir jusqu'à la calibreuse. Ensuite, on met dans les cartons. Il y a 240 cartons sur une palette. Après la palettisation, maintenant on fait venir le conteneur, on met un conteneur. Un conteneur prend 5440 cartons. Contrairement à Abidjan, ici à Ferkessédougou, ces fruits sont naturels et moins chers. Bon goût, bon prix, mais tout n'est pas rose dans l'univers des mangues. Après la haute saison, les prix grimpent. Du coup, cette usine de mangue est obligée de fermer pour attendre la prochaine période. L'usine des fruits saisonniers emploie au moins 56 ouvriers. Voilà, on était bien à Ferkessédougou dans le Tchologo. Je voudrais saluer Philomène Draman et
et Denis Likan. C'était très bien, c'était parfait. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on n'a pas traduit, par contre, c'est le fameux Djakumakun de la vendeuse de mangue de fer Kessedougou. Djakumakun, ça veut dire la tête du chat. Voilà. Alors, il y a plusieurs typologies dans l'univers des mangues et ça, c'est bon à savoir aussi. Voilà, et sur ce plateau, nous nous apprêtons à faire une autre incursion, cette fois dans l'univers des enfants. On en parle avec Kwasi Jean-François, il est assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Baba. Alors, vous décidez d'aider les enfants qui sont en souffrance face aux tâches d'enfants au quotidien. Oui. C'est vrai que la période est propice pour recentrer les enfants, encadrer les enfants. Nous sommes pendant les grandes vacances. Oui. Des enfants, hier il y a eu la proclamation des résultats du BEPC. Il y a des enfants qui étaient heureux, il y en a qui n'en étaient pas. Oui, et cette année, on a eu beaucoup plus de personnes heureuses, voilà, puisque nous avons presque doublé le taux de l'année dernière. C'est cela. C'est déjà intéressant. Alors, pour ceux qui ont encore quelques difficultés, comment pouvez-vous les aider? Déjà, lorsqu'on parle d'enfants en difficulté d'apprentissage, il faut savoir qu'il s'agit des élèves qui apprennent en fait difficilement les fondamentaux enseignés à l'école. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces élèves-là, qui ont des difficultés scolaires. Ça part de quel âge à quel âge? Déjà depuis l'école primaire, depuis la classe du CP1, voilà, jusqu'au collège. Et puisqu'il y en a qui ont des problèmes de lecture, il y en a qui écrivent difficilement. Quand ils écrivent, ils n'écrivent pas vraiment lisiblement. Et ils passent beaucoup d'heures à faire leurs devoirs. Il y en a d'autres qui passent tout le temps à lire et à relire leurs cours sans pour autant mémoriser quoi que ce soit. Et c'est le nôtre qui s'en ressentent bien évidemment. Eh bien, ce sont autant de difficultés auxquelles sont soumis nos élèves, les élèves ivoiriens. Et le plus courant de ces problèmes-là demeure surtout la lecture. La lecture, beaucoup d'élèves ne savent pas lire. Nous avons près de 15% de nos élèves qui ne savent pas lire du tout. Voilà. Quoi? Eh bien, c'est dû au fait qu'ils ont passé le cap du CP, c'est-à-dire du CP2. Ils ont fait la classe du CP1 et la classe du CP2 sans maîtriser la lecture. Et cela va suivre donc tout le temps. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas la lecture au cours de ces deux classes CP1 et CP2, si on ne sait pas faire le découpage syllabique pour lire, eh bien, il serait forcément difficile de se retrouver plus tard, lorsqu'on va se retrouver d'ailleurs au collège ou au lycée. Parce qu'il a été prouvé que 80% des élèves qui ne savent pas lire ou écrire convenablement au CP1 et au CP2 ne le sauront jamais durant toute leur vie d'élève. Donc, ces élèves-là ont ces difficultés simplement parce qu'il y a d'abord un problème de lecture. Les élèves ne savent pas lire et à la base de la formation, personne n'y prête véritablement attention. C'est cela qui pose en fait le problème. Et il faut dire que beaucoup de personnes indexent d'ailleurs la floraison des écoles privées, des écoles boutiques, il faut ajouter cela, parce qu'il y a tellement d'écoles qui ne forment pas véritablement les enfants. C'est ce qui fait aussi que ça c'est discutable. Hein? Oui, c'est vraiment discutable. C'est vraiment discutable. Il y a des écoles privées qui sont des exemples. Oui, voilà pourquoi nous parlons d'écoles privées et d'écoles boutiques. Il ne faudrait pas voir au niveau du facteur socio-culturel, le changement même de l'environnement, est-ce qu'on ne devrait pas voir de ce côté-là? Il y a que nos enfants aujourd'hui sont des enfants appelés d'une génération Y. Oui, c'est vrai. Donc des enfants antiques, on va dire, des enfants qui aiment passer la journée avec des écouteurs aux oreilles. Oui, c'est vrai. Cela peut être aussi, cela est aussi un facteur, pas peut être, mais cela est aussi un facteur. Mais vous savez, quand l'enfant se rend à l'école, il est sous la houlette, bien sûr, de son enseignant. C'est son enseignant qui se charge de lui. Donc, il faut quand même qu'il ait cette habileté-là à lui inculquer ce qu'il doit lui inculquer. Vous comprenez? Nous sommes au CP1, nous sommes au CP2. Il faut pouvoir présenter à l'enfant les manières de lire qui conviennent. Il faut qu'il puisse lire convenablement parce que vous savez, nous avons parlé tout à l'heure d'écoles boutiques. Il y a des écoles où l'enfant n'a pas le niveau, mais il avance quand même. Parce qu'on ne peut pas faire reprendre l'enfant de quelqu'un, d'une personne qui a peut-être payé une scolarité de plus de 170 000 francs. Vous voyez, et donc on est obligé de le faire passer en classe supérieure. Et ça, c'est aussi un problème.
Et donc, il ne faut pas manquer d'ajouter cela parce que, c'est vrai, il y a le facteur socioculturel, mais il y a également le fait que les enseignants eux-mêmes, les instituteurs eux-mêmes, très souvent démissionnent de leurs tâches qui leur est confiée. Comment donc susciter le goût de la lecture chez l'enfant? D'abord, si les enfants ne savent pas lire ou n'aiment pas lire, c'est simplement parce qu'ils ont honte de lire, puisqu'ils savent qu'ils liraient difficilement. Ils ne peuvent pas lire devant une personne qu'ils ne connaissent pas, même souvent devant les parents. On a peur de lire parce qu'on a peur de se tromper. Et donc, il faut déjà, dès le bas âge, au CP1 et au CP2, ce sont ces deux classes les plus importantes parce que c'est là qu'on apprend à faire le découpage syllabique dans la lecture. Donc, il faut être à mesure de maîtriser la lecture déjà au CP2, au sortir du CP2. Donc, si cela n'a pas été fait et que l'enfant est peut-être en classe supérieure, c'est-à-dire CE1 jusqu'au CM2 par exemple, ou encore au collège, on peut toujours revenir en arrière. Voilà, et cela reviendrait véritablement, serait une tâche vraiment des parents. On peut aider l'enfant. Nous sommes en vacances. Pendant les vacances, il faut peut-être offrir un cahier de vacances à l'enfant avec des livres qu'il pourra donc relire, même si l'enfant est en 4e ou en 3e et qu'il ne sait pas lire. Il faut quand même lui apprendre à lire. C'est très important parce que c'est vraiment désolant. Nous voyons souvent des élèves qui sont en 3e même, qui ont des difficultés pour lire. Ils ne peuvent même pas faire un découpage syllabique pour lire. Et quand c'est ainsi, on se retrouve difficilement lorsqu'on fait de lecture, lorsqu'on reçoit des consignes dans les exercices qu'on donne par exemple à l'élève à l'école. Il se retrouve difficilement, il ne comprend pas ces consignes. Parce qu'il ne sait pas lire les groupes de mots. Il va passer tout son temps à tituber, à traîner sur les mots et pour finir, il ne comprend pas. Et c'est cela qui cause aussi, malheureusement, ces forts taux d'échec à nos différents examens, malheureusement. Et c'est en fait ce qui se produit. Malheureusement. Ouais. Alors vous, vous êtes situé où exactement? Nous sommes à la Riviera Faya, à Riviera Faya en face du nouveau camp à Kouedo. D'accord, voilà. D'accord, sur la voie de Benjerville. C'est cela justement, sur la voie de Benjerville. Ah d'accord, d'accord. Le quartier Génie 2000. Justement, c'est cela. Appelé maintenant Faya. C'est cela. D'accord, ça veut dire quoi Faya? Je ne saurais vous répondre. Moi je sais que en anglais ça veut dire le feu. Hein? Ah oui. Oui, Faya. Oui, Fire. Je ne sais pas si c'est... S'il y a une bijection entre les deux. Mais, généralement, là, ça s'écrit F-A-Y-A, donc je ne pense pas que ce soit en anglais. Oui, mais oui. En pidgin, l'anglais pidgin, ça s'écrit comme ça. Fire. Okay. D'accord. More fire. Ah, oui. Mais je ne crois pas que ce soit cela. D'accord. Ah, donc, on revient à nos enfants. Qu'est-ce que vous leur proposez pendant ces vacances? Pendant ces vacances, si les parents constatent que leurs enfants ont des problèmes de lecture, parce que c'est la lecture qui est en fait la base de tous les problèmes d'apprentissage de nos élèves. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la lecture qui pose le problème majeur. Donc, si les parents constatent que leurs enfants ont des difficultés d'apprentissage, il faut tout d'abord faire procéder, dans la mesure du possible bien sûr, il faut faire procéder à des examens médicaux pour s'assurer que l'enfant n'a pas de difficultés ou de déficiences auditives ou visuelles. Si les difficultés de l'enfant sont confirmées, il faut d'abord se dire que l'intelligence de l'enfant n'est pas à mettre en cause. Ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas intelligent, ce n'est pas parce qu'il est stupide, non, pas du tout. Son intelligence n'est pas à mettre en cause, mais il faut plutôt chercher à inscrire l'enfant dans un cadre qui puisse lui convenir. Par exemple, à l'école, il peut avoir des cours de soutien ou des cours de vacances. Donc, on peut quand même adhérer à ces programmes-là, inscrire l'enfant pour qu'il apprenne ses fondamentaux. C'est très important de le faire, surtout pour ceux de l'école primaire. Pendant ces vacances, il faut se remettre au travail pour travailler. Et au cours de l'année scolaire, il faut prendre la tâche avec l'enseignant de l'enfant pour mieux comprendre les difficultés de l'enfant. Parce qu'il y a des parents qui inscrivent les enfants le premier jour de la rentrée et qui n'y remettent plus les pieds jusqu'à la rentrée prochaine. Ça, c'est vraiment à déplorer. Ça aussi, ça s'appelle la démission. C'est cela justement, des parents. La démission des parents. Et donc, c'est ce qu'il faudrait faire. Et en cours d'année scolaire, lorsqu'on achète les livres pour son enfant du primaire, il faut également prévoir des livres de lecture pour la maison. Pas seulement celui de l'école, mais des livres de lecture pour la maison. Quand l'enfant revient de l'école, il faut qu'il puisse donc lire régulièrement. Cela pourrait vraiment l'aider parce que nous avons eu des exemples vraiment très marquants. Les enfants ont appris à lire très tôt. Ils ont appris à lire très tôt et depuis lors, ils ont pu donc se retrouver facilement lorsqu'ils suivent les cours. Et c'est des enfants qui excellent aujourd'hui. Au bac dernier, voilà, nous avons enregistré des points vraiment, je dirais, inouïs. Voilà, donc
C'est une préoccupation assez importante pour les parents. Donc, et puis, bien sûr. Il faudrait aussi, en plus de prévoir des livres, il faudrait aussi faire en sorte qu'il y ait chaque jour et régulièrement des courtes lectures avec l'enfant qui est à l'école primaire. Il faut prévoir cela. Au niveau des parents. Oui, au niveau des parents. Voilà, il faut prévoir cela. Organiser des parce séances. que même des séances de 15 minutes sont suffisantes chaque jour. Hein. D'accord. Des séances de 15 minutes, ça peut suffire pour aider l'enfant à améliorer sa lecture. Parce que quand on ne maîtrise pas la lecture, il est difficile de comprendre les consignes qui sont données au cours des exercices et des devoirs qu'il y a en classe. Et cela fatigue toujours les élèves qui ont des problèmes d'ailleurs pour lire leurs cours. Et donc pour les comprendre, il y aura tout un lot de difficultés. Et ça créerait donc les difficultés d'apprentissage. D'accord. On vous joint comment? Nous sommes au 22 01 47 46 et le portable 40 20 63 14. D'accord. Savoir lire, c'est important. Aider les enfants en difficulté d'apprentissage, c'est salutaire. Alors Bien moi, sûr. je voudrais vous dire au revoir avec une petite note d'humour. C'est sur Internet. Hein. Ah oui. Alors c'est l'histoire du petit Nicolas qui a environ 4 ans. Il est à la maternelle. Il aimerait pouvoir lire, mais il ne sait pas lire. J'enlève mon micro. Je veux permettre à tout le monde d'écouter. C'est fabuleux, hein, savoir lire. Pour se fabriquer des histoires. C'est en tout cas ce que pense le petit Nicolas à 7h47, quartier libre, Caroline Cartier. Lire Je sais pas lire en fait. Je sais pas lire. Parce qu'il faut être en CP1 ou en CP2. Il faut être en CP1 ou CP2 pour apprendre à lire. Mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais tu sais, dans ma tête, j'aimerais raconter plein d'histoires. Quand je serai écrire, je vais écrire des livres. Tu vois, j'invente, après j'essaye. Mais tu sais ce que je vais écrire? J'écris mon cœur, tout, tu vois, des choses d'amour. Des choses d'amour. Mais toutes les amoureuses sont amoureuses avec Louis. Lui, il est tellement joli que toutes les amoureuses viennent s'embrasser avec lui. Il change toujours d'amoureuse. Je sais pas comment il fait. C'est comme ça. Parfois on est beau et parfois on n'est pas beau. C'est comme ça la vie. On dirait que dans ma tête, on dirait que les filles m'aiment pas, on dirait. Non, les Parce que filles t'aiment, Margot, elle mon était grand. amoureuse de moi avant. Maintenant, elle est amoureuse avec lui. Et puis avant, j'étais amoureuse avec Talia et maintenant, c'est Louis. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je leur dis des trucs gentiment et puis elles me disent tout le temps je suis déjà mariée, je comprends pas. J'en peux plus. Je renvoie des livres, le livre du petit Nicolas, ça marche pas. En fait. Alors j'essaye d'en leur envoyer des fleurs. Elle me dit c'est très joli mais je suis déjà mariée. J'essaye de leur donner une fleur qui est tellement jolie, elle s'appelle Iris. Et puis je leur donne et puis elles me disent non, tu la gardes pour toi, je suis déjà mariée moi. Mais j'en peux plus. J'essaye tout. Je leur donne mes jouets à moi, elles me disent non. En plus c'est des jouets de souvenirs de mon grand-père, de ma grand-mère arrière. Et puis elles me disent non, garde pour toi, je suis déjà mariée. J'en peux plus. Voilà, c'est l'histoire du petit Nicolas. Il n'en peut plus. On est parti. Non, tu ne seras pas un vaurien, mon grand. Merci beaucoup. Oui, extraordinaire, ouais. Voilà. Hein, savoir lire, on est parti d'une interview. Oui. On demande à un enfant, est-ce que tu sais lire? Je ne sais pas lire en fait. Mais quand je saurai lire, je vais me raconter des histoires vraiment toutes en rose. Oui. Je vais écrire des livres. L'histoire du petit Nicolas et voilà. On a commencé à parler de la déprime de l'enfant. Il est déprimé parce que, voilà, lui,
il est encore à la maternelle, mais il sait tout de la tactique, la tactique pour séduire. Voilà, c'était la note d'humour, hein. C'est avec ça que je vous dis merci, au revoir et puis excellente journée. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous intéresser aux activités, les micro-activités qu'on peut voir dans le district des Savanes. Il y a aussi la production du beurre de karité. C'est ici et maintenant Judith Assoumou. Bien, je pense qu'on reste là, hein, on reste là et on va plutôt recevoir notre invité qui s'est installé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Voilà. Avec vous, nous parlons de tabac. De tabac. Oui, surtout du décret portant interdiction de fumer dans les lieux. D'accord. Vous êtes le docteur Ernest Zotois. Zotois. Oui. D'accord. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme. Oui. D'accord. Alors, on ne parle pas seulement de tabagisme, on parle d'alcoolisme, de toxicomanie et puis toutes les addictions qu'on peut voir qui découlent donc du fait d'être addict. C'est ça. Voilà. Oui, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci. Alors, il y a eu un décret pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les choses avancent. Il y a un décret pour, ma foi, interdire aux fumeurs, à tous les fumeurs, de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Vous venez faire un certain nombre de précisions ce matin sur ce plateau. Nous vous écoutons. Merci. Je suis encore une fois ce matin là pour sensibiliser un peu la population sur ce fléau qu'est le tabagisme aujourd'hui. Et c'est là sur instruction de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida qui fait de la sensibilisation de la population une priorité au niveau de son département. En réalité, le tabagisme est une épidémie qui est mondiale et le gouvernement ivoirien ayant pris la mesure de ce fléau a pris une importante décision qui est d'interdire de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. En fait, il s'agit de protéger la population contre l'exposition à la fumée du tabac. Et c'est un décret qui, évidemment, donne des exemples de lieux publics où on ne doit pas fumer. Et évidemment, les personnes qui s'exposeraient à ces choses, qui continueraient à commettre ces infractions, sont soumises à des amendes. Donc c'est un peu ça que le décret a prévu. Mais au-delà même de la sanction, ce que le ministère de la Santé veut faire comprendre à la population, c'est que le tabagisme entraîne des conséquences graves sur la santé, sur l'état de santé, et qu'il faut arrêter de fumer d'abord. Et si malgré tout cela, on ne peut pas arriver pour le moment à arrêter de fumer, il faut éviter de fumer à côté de son voisin. Bien sûr, parce que quand on est fumeur et qu'on s'adonne au fait de fumer en public, mais on empoisonne ceux qui ne fument pas. On empoisonne ceux qui ne fument pas. Et il paraît que des études, vous allez peut-être le confirmer ou infirmer, des études démontrent que les personnes qui ne fument pas et qui respirent, qui inspirent la fumée donc, du fumeur, est plus exposée, est 2 fois ou 3 fois plus rapidement malade
que celui qui fume. Est-ce que c'est exact? Vraiment, vous êtes informé, hein? Ça, c'est exactement ça. Enfin, je me cultive. Oui, non, franchement, je me rends compte que vous êtes vraiment informé. Oui. Dans quel monde nous sommes, comment les choses avancent. Oui, oui. Effectivement, c'est-à-dire que la fumée secondaire est 10 fois plus toxique, je dis même 10 fois plus toxique, hein, chez le non-fumeur. Et c'est en cela qu'il est important de protéger le non-fumeur. D'abord, dans un premier temps. Et puis ensuite, en protégeant le non-fumeur, on se protège soi-même. Parce que si on ne fume pas à côté du voisin, un temps soit peu, on va arrêter de fumer. Donc, en fait, on diminue. Effectivement, des personnes innocentes qui sont à côté des fumeurs ont été victimes de cancers, ont été victimes d'infections respiratoires, des maladies allergiques comme asthme. Des femmes enceintes ont accouché des bébés hypotrophes, petits poids de naissance. Et c'est tout ça qui amène les États à prendre un certain nombre de décisions et que la population est obligée de respecter. Voilà, c'est donc ce tableau-là. Alors, vous voyez là, il est question d'un enfant mort-né. Voilà. Un enfant mort-né. Voilà. Donc la cigarette expose à ce genre de tableau aussi. Voilà. Ça, c'est chez une femme enceinte. Une femme qui vient d'accoucher. Après 9 mois, après avoir fait 9 mois de grossesse, voilà le résultat. Et qui est peut-être dû à son mari qui est fumeur. Ça peut ne pas être la dame. Oh, non. À son mari qui est fumeur, à son voisin qui est fumeur. Et voilà la pauvre dame qui nous regarde avec en tout cas, un air angoissé. Oui, les yeux, surtout les yeux arrondis de douleur, de frayeur. Et la sage-femme qui tient le monnaie dans sa main comme ça. Voilà. Et puis là, on ne voit pas le papa ou bien le voisin n'est pas là. Oui. Alors, docteur Zotoua, je vais vous expliquer un autre cas, un autre tableau. Je connais quelqu'un qui se dit non-fumeur, mais qui à chaque fois va aux toilettes, au petit coin, mais allume une cigarette. C'est un danger, c'est grave aussi. Oui, mais c'est vraiment un danger. C'est-à-dire que à partir du moment où on se retrouve dans un lieu public, y compris les toilettes, les ascenseurs, les couloirs, ce sont des lieux publics. Il faut éviter de fumer. À partir du moment où on n'est pas seul à occuper ces lieux-là, à partir du moment où on n'est pas seul à occuper, c'est public et c'est dangereux. Parce que vous imaginez dans un lieu de travail où il y a une toilette peut-être pour 20 personnes, 30 personnes, parfois même plus. Mais si 10 fumeurs, à chaque fois, vont aux toilettes et fument, mais la fumée qui va rester dans le milieu ambiant, mais va embominer ceux qui ne fument pas. Bien sûr. Et donc, ça peut entraîner des conséquences graves. Et malheureusement, ce n'est pas toujours que l'effet est immédiat. L'effet peut apparaître dans l'immédiat comme de façon tardive. Et on ne se rend pas compte que la maladie qu'on fait aujourd'hui là est liée au fait qu'on baigne dans un environnement de fumée de cigarettes. Bien sûr. Voilà. C'est en cela que la ministre insiste, nous demande beaucoup plus d'insister sur la sensibilisation pour que la population ivoirienne puisse s'approprier ce décret. D'accord. Puisse dire risque de une crise cardiaque, risque de un cancer, du poumon, un cancer sur au niveau du poumon est dû à la fumée de la cigarette. Voilà. Et ce qui est frappant dans ce tableau, c'est que malgré la douleur, le bonhomme, il tient encore sa cigarette. Il tient. Oui, mais c'est ça. C'est dommage. C'est aussi le phénomène de la dépendance. C'est cela. Donc, quand on est addict, à un moment donné, on a l'impression que
ça nous apaise un tout petit peu. Oui, c'est de façon transitoire, de façon fictive en fait, un faux soulagement. Parce que derrière ce soulagement, mais ce n'est que des montagnes de maladies qui nous guettent. Ce sont des ordonnances qui attendent. Voilà. C'est une famille qui est triste parce qu'en son sein, il y a un malade, on va dire un grand malade. Voilà. Mais ce papa, vous êtes vraiment... En fait, je n'ai plus rien à dire à chose. Mais en tout cas, vous savez que la santé, le tabac, effectivement, ruine la santé et l'économie. Parce que c'est des personnes, ceux qui fument, sur le plan économique, c'est des gens qui seront tout le temps malades. Et non seulement ils vont acheter la cigarette, ils vont acheter les médicaments, et donc ils s'appauvrissent. Et puis, le coût d'un cancer, pour quel résultat? Vraiment, c'est des choses vraiment tristes. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les sanctions Oui, alors, je dis bien, c'est difficile de changer le comportement. Mais nous sommes là pour revenir à chaque fois que nous le pouvons, à chaque fois que vous nous le permettez, de revenir sur cet état de choses. Alors, le fumeur est passible d'une sanction, d'une amende de 15 000 francs à 100 000 francs. Et le propriétaire des lieux, ou le gérant ou gestionnaire, qui ne respecte pas les prescriptions de ce décret, s'expose à une amende de 50 000 francs à 250 000 francs. Je dis bien que ce décret, il est actuellement en vigueur. D'accord. Il est en vigueur et que tout le monde est obligé de respecter. Il faut aussi que les non-fumeurs puissent réclamer leurs droits. C'est une mesure réglementaire qui est là. Il y va aussi de leur santé. Il faut que l'ensemble de la population ivoirienne puisse s'approprier ce décret-là. Voilà. C'est absolument important. Et nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous disons que nous sommes là encore pour les sensibiliser. Et je dis bien que les affiches portant interdiction de fumer sont à retirer à l'imprimerie nationale. D'accord. Voilà. Et on a ce dernier tableau sur le tabagisme passif. Voilà. Et on voit là... À table. Voilà. Est toxique x 10. Et c'est bien écrit. La fumée rejetée par le fumeur est 10 fois plus toxique que celle inhalée. Le monsieur, il est à table avec ses amis. Et voilà qu'il est totalement à l'aise, mais il est en train d'intoxiquer de façon dangereuse ceux qu'il a invités à manger un tant soit peu. Alors on vient se nourrir et puis on sort avec un cancer. Tranquille. C'est déplorable. Voilà. C'est déplorable. Voilà. Simplement. Vraiment, c'est